On le voit, Judith, ce projet, petit à petit, d'alaliser, je reprends les termes de Florence Bergeau-Blaclair à l'instant, toutes les sphères de la société. Et maintenant, on se dit, pour les jeunes femmes, on peut s'en prendre aussi à l'univers culturel et à la littérature. Oui, ce qui caractérise ce projet, c'est qu'il est global. Aucune dimension, aucun aspect de la vie ne doit y échapper. Que ce soit les rapports sociaux, les rapports hommes-femmes, les rapports institutionnels, la justice. On voit se développer en Angleterre, qui est plus avancée, si je puis dire, que nous, dans la voie de la laïcisation, des tribunaux islamiques. Oui. On voit des mariages réalisés sous ce régime-là. En France, un mariage qui ne passe pas devant la mairie n'est pas reconnu. Donc c'est un projet global. Permettez-moi un mot personnel. Je suis toujours infiniment triste de voir des femmes contribuer à la subordination d'autres femmes à un système qui les oppresse. Et évidemment, sous couvert de choix, mon voile, mon choix, oui. Pour reprendre... le mariage forcé, mon choix aussi. Voilà, le fameux slogan, le bonheur, le fameux slogan d'une campagne financée par l'Union européenne. Donc, qui dit projet global dit forcément incompatibilité avec notre modèle de société. Donc c'est pas la peine de passer des heures à se demander si l'islam est compatible ou là. Cette forme d'islam-là, prônée et instrumentalisée et pilotée par les frères musulmans, revendique son incompatibilité avec notre système, nos valeurs, notre définition des rapports sociaux. Et on le voit, Éric, c'est la volonté véritablement de séparer deux communautés, c'est-à-dire qu'on aurait la communauté qui peut lire les classiques de la littérature française, qui peut écouter la musique qu'elle veut, qui peut voir les films qu'elle veut, et une autre communauté qui le dit honnêtement, il faut remplacer la littérature pour les Blancs par d'autres livres, d'autres concepts. C'est deux cultures, donc forcément deux sociétés différentes et qui ne peuvent plus se retrouver puisqu'il n'y aurait plus aucun code en commun. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette histoire, d'abord parce que parfois on nous reproche de nous occuper des influenceuses en disant « mais pourquoi occupez-vous de choses plus importantes ?» Moi, je ne crois pas. Je pense que les influenceuses, en tout cas ces influenceuses-là, sont parmi les agents les plus toxiques de l'islamisme d'atmosphère. Elles s'attaquent à des cibles assez faciles, des adolescentes qui sont en cours de formation intellectuelle, donc les messages passent assez vite. Ensuite, il y a quand même un projet qui est porté non seulement par l'islamisme mais par ses complices de la France insoumise, c'est de s'attaquer au cœur de l'identité française. La France est sans doute le pays le plus littéraire du monde. C'est le seul pays où il y a une rentrée littéraire, on est en plein dedans. La langue française aussi, vous essayez de réformer l'orthographe, ça déclenche une guerre civile, etc. etc. Donc c'est absolument logique de s'en prendre au cœur de l'identité française, qui est la littérature. Alors ensuite, ce qui n'est pas dit, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est quand même fondé sur une inculture assez incroyable, parce que la littérature arabe classique regorge d'érotisme et de pornographie. Alors je vous en parle en connaissance de cause, parce que du temps où j'étais éditeur, j'ai édité plusieurs de ces classiques. Et je peux vous dire qu'à côté de ces classiques, l'amant de Lady Chatterley, c'est de la petite bière. Donc en fait, cet islamisme-là ne veut pas seulement remplacer la culture française par la culture islamiste, elle veut effacer dans les pays arabes tout ce qui a précédé l'islam. Ça n'existait pas. Ben si, ça existait, il y avait des textes pornographiques. Moi, je souhaite à ces jeunes femmes de ne pas écouter les influenceuses, de lire Maupassant, qui est un des plus grands auteurs français, de lire les textes qui sont à leur disposition, d'être des femmes libres et de ne pas souscrire à ce programme de régression totale dans tous les domaines. Ou de lire la Boétie, la servitude volontaire. Oui, malheureusement. Texte essentiel. Là, le problème, c'est qu'elle n'est pas volontaire, parce qu'il y a quand même des gens qui leur font entrer ça à coups de burin dans le crâne toute la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche. Ils diffusent au fur et à mesure. Il y a tout, et puis ensuite, elles se font insulter si elles ne se soumettent pas à cette pression. Il y a une partie de pression sociale, évidemment. Énorme. Il y a une partie de contrainte, mais il y a une partie volontaire. Alors, est-ce que parfois... On l'observe, hein, ça peut prendre la forme d'une révolte adolescente. À des époques différentes, c'était je mets le jean le plus troué possible, et comme ça, ma mère... Je mets des colliers un peu gênants avec... Voilà. Non, mais malheureusement, ça va beaucoup plus loin. Oui, mais il y a aussi cette dimension-là de révolte adolescente. Bien Donc il ne faut pas traiter ces femmes comme des victimes involontaires qui ne comprendraient à ce qui se passe. D'ailleurs,
dans tous les systèmes qui asservissent les femmes, que ce soit au sein de cette forme d'islam ou dans d'autres pratiques, je pense par ailleurs à l'excision, ça ne peut pas marcher sans la participation active d'autres femmes. Ah, bien sûr. C'est pas les hommes contre les femmes, c'est avec d'autres femmes qui asservissent les leurs. Il faudra s'intéresser aussi à ces nouveaux canaux de diffusion, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux par lesquels la pensée frériste est massivement relayée. Emmanuel Macron lui-même, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, disait que lorsque l'on tapait le mot islam dans la barre recherche de TikTok, en 3 contenus qui suivaient, on tombait sur un contenu salafiste. Qu'avons-nous fait depuis ce constat qui est fait par le président de la République? Et puis, rien, c'était une forme de question rhétorique, effectivement. Et, je vous réponds. Mais merci pour ceux qui ne l'avaient pas. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'on est désarmé juridiquement pour faire face à ce phénomène de contre-société, de contre-culture. Vous savez, on a une loi pour lutter contre le séparatisme qui a été votée en 2021 et on court toujours après quelque chose qu'on ne pourra pas légiférer parce que là, on est de l'ordre de ce qui représente, ce n'est pas simplement la République française. Eric Nolot le disait, c'est l'essence même de la France, la littérature. Vous voyez, on ne va pas légiférer pour... Ça nous paraîtrait ubuesque de légiférer pour dire qu'on ne peut pas interdire la lecture de Maupassant. Donc vous voyez aussi, on est désarmé à la fois moralement, intellectuellement, et on n'a pas les outils législatifs pour contrevenir à ce type de phénomène, qui plus est avec ces nouveaux canaux de diffusion massive via les réseaux sociaux. Juste une remarque. Bien sûr. Mais le désarmement législatif, je veux bien, mais le désarmement intellectuel, c'est pas très difficile de procéder à ce réarmement. Il suffit que quelqu'un de haut placé, président de la République ou quelqu'un d'autre, le ministre de l'Éducation nationale ou de la Culture, qui a complètement disparu, bon, de toute façon, dise, écoutez, on est en France, la culture française, enfin, la littérature française est une part importante de notre culture. Nous estimons que les livres doivent être lus par tout le monde, le principe universaliste. Et voilà. Mais si le débat se limite au plateau de CNews, si ce n'est pas repris par les autorités avec un discours fort et qui ne supporte aucune contradiction, on n'avancera pas. Vous parlez bien d'Emmanuel Macron, qui est arrivé de déclarer que la culture française n'existait pas, ou qu'on pouvait très bien porter le voile et être féministe. Vous parlez de ce président-là? Exactement. Et de ceux qui se taisent. Juste pour être sûr. Oui, juste pour être sûr que vous attendiez vraiment une réaction, Eric Nolot. On va parler maintenant de cette nouvelle justement officialisée hier par le président de la République. 6 milliards investis par l'Arabie Saoudite dans un nouveau parc d'attractions dans le Val d'Oise. Un parc avec 3 thématiques. Entre enthousiasme et inquiétude, on fait le point sur les réactions avec Laurent Sélarié, François Tiskiewicz et Inès Alicane. Ici, il ne restait quasiment plus rien de Mirapolis. Ouvert en 1987, le parc avait fermé ses portes 5 ans plus tard. Aujourd'hui, le site pourrait retrouver une nouvelle vie avec un parc d'attractions consacré à Dragon Ball pour un investissement annoncé à 6 milliards d'euros. Mais sur une partie de cette ancienne friche, près de 300 personnes issues de la communauté des gens du voyage vivent légalement depuis plusieurs années. Ce qu'on a peur, c'est nous de quitter le site, quoi. Et donc, nous, ça fait 9 ans qu'on est ici. Et on a pris un accord avec le propriétaire. Nous, on est prêt à dialoguer avec le préfet, l'agglo, pour essayer de trouver un terrain pour nous reloger. Mais autour du futur parc, les réactions sont divisées. Ça peut être compliqué sur peut-être le nombre d'années de fabrication, mais le résultat final, je pense qu'il peut être très bien pour l'ensemble de la commune. Je pense que la ville, elle est pas prête pour recevoir autant de personnes. Je sais pas, je suis positif, mais aussi un peu sceptique. Pour les porteurs du projet, l'ambition est considérable. Attirer touristes et visiteurs internationaux, créer des milliers d'emplois et redonner vie à un site abandonné depuis plus de 30 ans. Et parmi les questionnements autour de ce parc, est-ce à l'Arabie Saoudite d'investir en France? On va justement écouter la réaction de Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, qui n'est pas franchement de cet avis. Écoutez. Ce qui me surprend, c'est qu'on aille chercher des capitaux étrangers, alors même qu'en France, et on aurait les moyens. Vous savez, une entreprise comme le Puy du Fou aujourd'hui, qui est partie de rien, qui s'est développée sans aide publique, eh bien, elle aurait les moyens aujourd'hui de lever avec des partenaires les sommes dont on parle pour le fameux projet remplaçant Mirapolis, le projet Dragon Ball. Donc, on va chercher une puissance extérieure qui a elle-même une vision très claire, qui bien sûr vient défendre un projet culturel.
Éric Nolot, effectivement, les parcs d'attractions sont aussi des outils d'influence parfois. Et c'est vrai que c'est la question, est-ce que véritablement en France aujourd'hui, on est obligé d'attendre l'Arabie Saoudite pour investir? Visiblement, Nicolas De Villiers a l'air de dire qu'on aurait d'autres solutions si vraiment on le voulait et on voulait prendre le temps aussi de chercher ces fonds. Il y a deux manières d'aborder le problème. Soit on estime que il y a des milliards qui sont investis et ça clôt le débat, soit on commence à fouiller. Moi, excusez-moi, mais je ne vais pas sauter de joie à l'annonce d'un parc d'attractions créé sur le thème de Dragon Ball, s'il vous plaît, par l'Arabie Saoudite qui découpe ses opposants à la scie vivants. Excusez-moi, je veux dire, il y a quand même un message, sans compter le soutien de l'Arabie Saoudite à des tas de mouvements opposés, et pour ne pas dire ennemis farouches et mortels de la France. Moi, je pense que l'argent n'excuse pas tout. Il y a quelque chose de problématique, et moi, je suis sur la ligne de M. De Villiers. J'aurais préféré que ça soit un financement français et beaucoup moins douteux que celui de l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs pas le financement étranger en tant que tel, mais je trouve que l'Arabie Saoudite pose un problème particulier. Oui, parce qu'il y a à la fois l'influence par le parc en lui-même et les idées ou les thèmes qu'il peut développer. On sait qu'il y aura une partie effectivement plutôt Dragon Ball, on ne sait pas encore pour le reste. Puis la question toujours de ces fonds, quand on a de cesse de parler d'ingérence, il faut faire attention aux ingérences des pays étrangers. 6 milliards d'investissements dans un parc d'attractions, je ne suis pas sûre que ce soit une œuvre caritative de la part de l'Arabie Saoudite. Oui, même si l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman n'est pas tout à fait comparable à ce qu'il a précédé, et on peut... J'ai pas envie de m'y établir quand même. Oui, non, moi non plus. Mais enfin, on peut lui reconnaître d'essayer de faire des choses, notamment pour émanciper les femmes d'un système qui les asservit. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le même plan. Mais vous avez prononcé le bon mot, c'est le mot d'ingérence. Et on peut faire exactement la même réflexion avec les investissements du Qatar. Oui. On parlait des outils d'influence. Le site Agi Plus en français, Agi pour Al Jazeera, la chaîne qatari qui cible les jeunes, fait un travail d'endoctrinement tout à fait tranquille. Il n'a jamais été question de la fermer comme on a fermé des médias russes, sans que personne n'y voie d'inconvénient. C'est comme ça qu'on se fait infiltrer. Oui, on voit en tout cas, Maxime Le Guay, que le président de la République est extrêmement satisfait. C'est lui-même qui l'annonce. Il se félicite des retombées économiques, notamment à venir. Alors, visiblement, si on en croit les réactions en local, les élus et les maires autour n'étaient pas prévenus, en revanche. Oui, c'est une initiative personnelle d'Emmanuel Macron qui se félicite, on pourrait même dire se gargarise l'annonce comme une victoire. Et au fond, ça symbolise un peu ce qu'a été le double quinquennat d'Emmanuel Macron avec ce Choose France et ce prisme économique. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de ne pas regarder la couleur de l'argent, si j'ose dire. Il a vendu Alstom aux Américains. La question de la souveraineté française lui passait derrière la tête. Là, ce sont des fonds étrangers d'Arabie Saoudite. On pourrait dire aussi que 60% de la dette française est détenue par des étrangers. Les titres obligataires sont achetés par des étrangers. Emmanuel Macron, c'est money. Peu importe. Donc évidemment, son prisme le conduit à se féliciter. Et moi, ce qui me frappe avec le sujet qu'on vient de voir juste avant, ce qui montre que cette émission est très bien construite, c'est qu'à la fois... Je vous remercie, Maxime Le Guay. On a le métier. C'est le métier. La culture française est attaquée de par les fréristes qui s'en prennent à notre littérature. Et puis, il y a une autre forme plus pernicieuse d'attaque de la culture française, parce qu'on parle de Dragon Ball Z, qui est l'imaginaire français, la référence culturelle pour les jeunes Français. On se souvient, on avait découvert un peu estomaqué que lorsque l'on avait donné de l'argent pour le pass culture aux Français, qu'ils allaient majoritairement acheter des mangas. Mais là aussi, lorsque le signal qu'envoie Emmanuel Macron avec Dragon Ball Z, je n'ai rien contre Dragon Ball Z en lui-même, mais que vous ne mettez pas, ce n'est pas une référence à une culture française. Donc là, le signal qui est envoyé aussi, c'est une forme plus insidieuse, mais d'attaquer aussi d'une certaine manière la culture française. Oui, et puis effectivement, on voit que Emmanuel Macron est très satisfait et se félicite des 22 000 emplois qui seront créés dans la zone et à proximité donc de ce site. On va marquer, vous voulez rajouter un petit mot? Non, mais si c'est le seul paramètre, les emplois, alors ouvrons les portes. Oui, c'est la question. À tout le monde. Oui, c'est la question de est-ce que la France ne peut pas créer 22 000 emplois, l'industrie française, sous prétexte qu'il y a de l'argent ou des emplois. Je pense que c'est important, mais ça ne peut pas être le résumé de tout.